Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo de tuto sur le Canon EOS R3 et donc ce sera structuré photo et vidéo. Donc là ce sera en tuto numéro 2, photo, donc le menu prise de vue sur le Canon EOS R3 et donc il y aura la même chose en vidéo. Et pour bien séparer les deux en plus du titre, je vous le mettrai ici par exemple, enfin là en dessous, pour que, enfin dans la partie où il y a le micro qui est pas très élégante, comme ça vous pourrez directement vous repérer si par exemple YouTube vous fait passer directement là-dessus automatiquement, et si vous ne voulez pas être là-dedans, vous pouvez changer directement. Donc on rentre dans le Canon EOS R3, le premier onglet c'est la qualité de JPEG et AIF. Oui, on n'a pas encore le choix tout de suite, mais voilà, on a toutes les tailles et les qualités disponibles. Donc si vous voulez faire juste de l'aperçu, vous pouvez baisser de la qualité. Moi j'aime bien la voir pour pouvoir voir si mes photos sont nettes, mais ça reste du JPEG, donc travaillé. Et donc ce ne sera pas exactement le même rendu que le RAW, notamment dans le piqué, mais vous pouvez choisir ici exactement ce que vous voulez. Ce qui n'est pas le cas dans les autres appareils photo Canon. Donc si on descend, on aura le type et la taille d'image. Donc la taille d'image, bien évidemment, dans d'autres appareils photo, ça pourrait être le RAW, notamment maintenant chez Sony avec le A1 et la 7.4. Mais en RAW, vous avez que le choix entre le fichier compressé sans perte, qui a toujours été le cas chez Canon. Si vous regardez dans la spécification, c'est spécifié nulle part que c'est du non compressé. Donc c'est du compressé parce que c'est plus petit que d'autres fichiers, voilà, mathématiquement. Et le CRAW, c'est un fichier encore plus compressé, donc il n'y a pas de problème avec la compression, elle vient de mieux en mieux en fonction des générations, surtout sur ce Canon RAW 3. Et donc le CRAW vous fera gagner encore plus de place, mais en termes de performance, les deux marchent très très bien avec le Canon EOS R3. Et moi j'ai toujours tendance à privilégier la plus grosse qualité, à tort ou à raison, c'est à vous de choisir. Et en dessous, on a les tailles JPEG AIF, donc tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ici que vous allez choisir la taille de votre JPEG. Et donc moi je préfère toujours la mettre en large. Après on a le recadrage, donc si j'appuie sur info, voilà, on va pouvoir marquer entouré. Qu'est-ce que ça fait du coup? Donc on a le crop 1.6, alors je vois un truc, non pourtant on est de toute façon direct en crop, donc voilà. Donc on a quatre types de de formats. Donc on a le format APS-C Canon, à savoir que c'est différent du DX inventé par Nikon Sony. Donc si vous avez des objectifs télé, vous aurez un facteur de conversion plus élevé, donc en animalier un petit avantage, mais un désavantage bien évidemment dans tout ce qui va être bruit, puisque voilà, plus le capteur est petit, plus les performances sont mauvaises. Et donc vous avez le cadrage 1.1, donc carré, 4 tiers, comme sur les capteurs 10 4 tiers, même s'ils n'ont pas hérité de nom du format, et 16 neuvième comme en vidéo. Ce qu'il faudra faire attention cependant, c'est que ça transforme votre RAW, et moi je vous dis tant qu'à faire, prenez la prise de vue en 3,5, le format natif de votre boîtier, et faites ça plus tard. Après, si ça vous dérange dans le sens où vous ne pouvez pas voir la prise de vue, comment ça va être cadré, utilisez ce mode-là, mais vous allez perdre des pixels dans l'opération, donc le plus possible, essayez de rester dans votre format natif, et après recropper dedans, puisque l'inverse ne sera pas vrai. Vous ne pourrez pas revenir au format initial si vous avez utilisé un format de recadrage. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Après, bien évidemment, le choix vous appartient. On va passer dans la partie 2. Donc on a la correction d'exposition. Alors elle est déjà en dehors sur l'appareil photo. Si vous ne savez pas, à chaque fois que vous sélectionnez un mode semi-automatique, AV-TV, la molette principale sera le paramètre manuel à modifier, donc la vitesse ou l'ouverture, et la molette arrière du dessus avec le mode dedans, enfin à l'intérieur, vous servira à régler la compensation d'exposition, et ça se passe comme ça, pour pas que vous la sélectionnez sans le vouloir, il faut appuyer légèrement sur le déclencheur pour pouvoir activer cette fonction, et donc vous le verrez dans votre écran, l'affichage sera légèrement différent. Désolé. Et du coup, voilà, vous pouvez le faire directement, donc pas besoin de le faire via le menu. Je pense que si vous le faites via le menu, elle sera toujours là. Et donc voilà. On a le réglage de sensibilité ISO après. Donc là, vous pouvez
faire votre réglage que vous avez déjà sur la molette où vous avez choisi vos ISO, mais le plus intéressant, c'est après on va avoir les plages ISO automatiques et manuelles. Donc là, c'est manuel, donc j'ai mis 50 et 204 800 ISO, et donc voilà, en manuel, on peut mettre les deux puisque on choisit ce qu'on veut. Après, il dit quoi en info? Donc juste aide. Et en plage auto, moi j'ai mis 100 à 102 400 parce qu'on ne peut pas faire moins, me semble-t-il, et on peut pas aller, oui, dans les, on peut pas aller dans les extrêmes lorsqu'on est en ISO automatique. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir régler une plage qu'on veut. Si on veut pas aller au-delà de 6400 ISO, par exemple, en ISO automatique, ça rend le réglage un peu plus manuel en ISO auto. Et après, on a vitesse d'obturation mini automatique. Et donc, on peut choisir manuel, donc la vitesse qu'on veut. Donc, un 125e, une seconde jusqu'à... Enfin, on va avoir une seconde jusqu'à 1 8 de seconde. Alors, 1 8 de seconde, je vois pas trop l'intérêt, mais c'est comme ça. Et, pardon, en auto, on peut choisir une priorité plus ou moins rapide. Donc, ce qui peut être intéressant pour vous, mais on peut pas utiliser une vitesse limite. C'est un peu étrange. Mais normalement, enfin, si vous sélectionnez en manuel, ça devrait vous limiter à ça, mais auto, c'est lui qui choisira, et vous pouvez choisir plus ou moins lent. Voilà, c'est à la fois intéressant et un peu étrange en soi. Hop, et on a fini avec ça. Prise de vue, HDR, PQ, hop, donc c'est pour le mode HDR, on peut l'activer, et donc voilà, les photos sont prises en HEIF ou en RAW, donc voilà, vous pouvez avoir de l'HDR RAW, et donc il est recommandé de régler les priorités haute lumière sur activer. Donc ça veut dire que priorité haute lumière peut avoir un effet sur le RAW ou c'est recommandé pour l'aperçu. Mais comme vous voyez, le mode HDR peut affecter votre RAW. Donc dans ce cas-là, comment dire ça va affecter votre RAW dans tous les cas du coup. Et donc c'est pas juste non compressé ou ça, si vous utilisez HDR PQ, ça va revenir comme un RAW que vous aurez fait en standard. Il y aura potentiellement plus de dynamique, mais vous ne pourrez pas faire revenir vos photos RAW dans un domaine plus standard, on va dire ça comme ça. Hop, le mode HDR, donc hop, désactivé, donc on peut mettre, voilà, le nombre d'IL qu'on veut dedans. Hop, tata. Ah, parce que comme je suis en HDR, il faut se mettre en HDR PQ, pardon. Donc là on peut, hop, 1000 nits, okay, donc on peut faire ça. Comme vous le voyez, un des petits problèmes, c'est que même si on veut régler un paramètre, il va falloir être dedans. Donc faites bien attention à ça. Il y aura des moments où vous vous sentirez un peu seul parce que l'appareil photo ne vous indique pas le paramètre à mettre exactement pour pouvoir accéder à certains menus. Ça peut être assez frustrant. Alors que si l'appareil photo vous dit c'est juste, voilà, tu as activé la fonction mais tu ne peux pas l'utiliser, ce serait déjà mieux. Vous pourriez voir ce que fait l'appareil photo, ce qui n'est pas le cas ici. Hop, HDR continue pour une photo, pour chaque photo. Donc on peut faire ça. En gros, ça veut dire que si vous l'activez, vous prenez une photo, il va se désactiver. Ou il va rester activé si vous mettez pour chaque photo. Alignement auto des images. Hop, je sais pas si à mon avis, sur désactiver, il fait que les photos, les 3 photos ou le nombre de photos que vous avez demandé. Et c'est tout. Correction fantôme HDR. Donc voilà, ça doit faire quelque chose, bien évidemment. Enregistrement sur de l'image. Ça c'est pas mal. Donc en fait là, vous pouvez enregistrer votre image HDR directement construite par l'appareil photo et il gardera toutes vos images. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, je pense que c'est la meilleure solution au final, parce que si vous n'aimez pas soit le résultat parce que c'est pas bien fait, soit le résultat parce que ça ne convient pas à vos goûts, et comme ça vous avez vos images, vous pouvez le refaire de votre côté sur Lightroom ou le logiciel qui vous sied le mieux. Et puis voilà, donc on a pas mal d'options de ce côté-là. Voilà, on a la correction auto de la luminosité. Voilà. Je sais pas pourquoi il s'est mis dans ce mode un peu bizarre. Et donc, voilà, désactiver en mode A ou B. Qu'est-ce que tu fais? Donc je viens de comprendre un peu ma stupidité. Enfin, pas ma stupidité. C'est qu'on est en mode HDR. Et ce qui est marrant, c'est que ça affecte les menus. Donc on va revenir en... hop, photo et on va voir si la zouze qui nous a mis, si on fait ça, ça ne fait rien. Si, c'est bon.
Et je sais pas pourquoi ça affecte les menus, c'est assez étrange. Pourquoi vous faites ça, Canon? Donc en fait, dès que vous vous mettez en HDR, l'affichage du Canon passe en HDR. Et c'est un problème sur Canon, c'est que vous pouvez faire, par exemple, si vous enregistrez en HDMI, de la vidéo de vos menus, alors que vous voulez filmer. Si vous passez dans les menus, il y a un gros problème. Donc déjà, problème numéro un, mais tout, comment dire, même dans les menus, va être affecté. Et donc, bah, en fait, peut-être que sur l'écran, vous voyez de l'HDR, donc c'est bien, mais mon moniteur externe, il voyait juste une purée grise, donc vous allez la voir. Et donc, faites bien attention à ça. Si vous avez ce problème lorsque vous monitorez votre Canon, c'est que vous êtes probablement dans le mode HDR. Donc, on a la priorité haute lumière, qui n'est pas la même chose que la correction des hautes lumières. Donc voilà, priorité haute lumière, ça va essayer d'augmenter la dynamique. Alors, il y a plein de gens qui disent ça n'affecte pas le RAW. Je vais vous dire pourquoi ça l'affecte. Parce que si je mets des plus 2, et ben mes ISO ils sont directement à 200. Donc si ça n'affectait pas le RAW, et ben on aurait quand même nos ISO possibles à 100, ce qui n'est pas disponible ici. Donc on est à 200 minimum. Donc ça veut dire que vos RAW comme par exemple Fuji ou d'autres, seront affectés par la hausse de dynamique. Donc essayez de regarder si ça vous intéresse lorsque vous utilisez le mode de dynamique, enfin priorité haute lumière, donc qui va faire un peu comme un log. Donc essayez de mettre les hautes lumières sur une base ISO plus élevée, puisque en fait en augmentant les ISO, on augmente la sensibilité aux hautes lumières au détriment des basses. En fait, on remonte la dynamique. Et là, ce que ça fait, c'est prendre sur une plage un peu plus large. Par exemple, les basses lumières sont prises à 100 et les hautes à 200 ou plus. Et donc, plus vous irez haut, normalement, plus votre dynamique est censée s'améliorer. Ou pas vraiment. Puisque la dynamique photo permet déjà d'avoir quelque chose de très correct à 200 ISO. Donc on va enlever ça. Donc vous aurez une image un peu plus lavée lorsque vous faites vos RAW. Donc si ça arrive et que vous ne voulez pas garder ça, regardez si votre paramètre de priorité haute lumière est mis. Et donc s'il est mis, enlevez-le si vous ne le voulez pas. Prise de vue anti-scintillement. Donc on a l'anti-flickering. Donc ça, je conseille de le mettre sur le R3 avec son capteur empilé, rapide. La plupart du temps, ça marchera très très bien. Et donc on va se mettre en mode TV, on va dire. Flexible. Donc vous avez vu, il y a le mode flexible qui ne sert à pas grand chose en photo, mais on l'a pas en vidéo. Mais c'est pas le sujet ici. Donc voilà, on a le prise de vue anti-scintillement HF qui est disponible ici. Et du coup, si on le met sur On, on a le réglage manuel. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez l'activer via un bouton. Et donc vous pouvez changer les réglages. Ce que vous voyez qui est intéressant, contrairement à Sony, c'est qu'on peut régler des incréments élevés. Enfin, on peut régler le passage. Hop. Donc je ne vois absolument rien, ce qui est assez génial. Donc on voit que là on peut changer très faiblement. Le truc que j'arrive pas à voir en fait ce qu'il voit lui. Attends, ça c'est l'ISO. Ah non, c'est parce que je suis pas dans le bon truc. Réglage manuel. Hop, step. Voilà, c'était ça. Donc on peut régler vraiment énormément ce qu'on veut. Ou sinon, avec TV, on règle finement. Donc on est dans le menu, on peut utiliser que ce mode-là, alors que Sony, il faudrait aller en manuel et après régler spécifiquement ce qu'on veut. Ah, j'avais pas vu que c'était ici. Puisque c'était sur l'écran aussi au-dessus de l'appareil photo. Et donc voilà pour la prise de vue anti-scintillement en mode manuel. Et après, en détection auto, lui, il va faire son scan. Donc là, il n'y a pas de flickering, me semble-t-il. Voilà, pas de scintillement détecté. Mais si c'était le cas, eh ben, vous pourriez, il vous mettrait directement la bonne vitesse. Donc on va mettre ça sur off. Et donc, comme je l'ai dit, vous pouvez l'activer via un bouton. Ce sera utile dans les salles de concert. Et moi, je le trouve aussi utile en vidéo parce que, par exemple, si vous êtes à 60 images par seconde, si vous utilisez le mode NTSC, bon, si vous êtes en PAL, il n'y aura aucun problème puisque 50 images par seconde, vous avez à mettre 1 centième. Mais là, il n'y a pas un 120e qui existe. Donc, vous pouvez régler sur 119,9 avec l'obturateur
comment le HF, comme dit Canon. J'essaie de retrouver le terme Sony, et donc voilà. Donc on a le contrôle du speedlight. Je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails puisque je n'utilise pas de flash. C'est un monde très intéressant, mais voilà. Donc on a l'émission d'éclair, bien évidemment, il faut un flash pour que ça marche. Et donc on a plein de... Donc on a priorité ambiance donc pour la balance. Hop, on a la mesure, évaluative moyenne, priorité visage. Ah, on a une priorité visage qu'on n'a pas bien évidemment en vidéo. Donc Canon, c'est très bon pour les photos, mais pour les vidéos, il manque encore des trucs là-dedans. Et toutes les évolutions qui seraient bien intéressantes en vidéo arrivent en photo et pas en vidéo. Donc contrôle, le flash, donc on peut faire comme d'habitude à la première, comment dire ça, pour une photo, mais là de base c'est pas le cas. Synchro lente, voilà, 1/180e, 1/60e. À savoir que bien évidemment cet appareil photo peut faire des photos au flash avec son obturateur électronique, comme de la pose longue, enfin tout. Voilà. Et on peut régler voilà, en mécanique. Voilà. Vous avez électronique, c'est un 180e, premier rideau, c'est un 250e. C'est assez étrange que ce soit mieux en premier rideau électronique qu'en mécanique ou électronique, mais c'est le cas. Donc si vous voulez faire du flash, peut-être qu'il vaut mieux, pour avoir une synchro plus élevée, utiliser un 250e. Donc même si maintenant on a des flashs qui peuvent tourner à n'importe quelle vitesse sans avoir besoin de l'avis de l'appareil photo. Et puis voilà, donc réglage fonction flash, peut-être ou hors tension. Donc pour aller dedans, il faut avoir un flash, réglage CFN flash. Voilà, donc il faut avoir encore une fois un flash. Et vous voyez, c'est ici. Donc on a le mode de mesure qui est de base à l'extérieur de votre appareil photo. Donc ça va être le bouton à côté du faux prisme du viseur. Et donc on a la correction d'exposition au flash et le mode de mesure qui est déjà à l'extérieur. Mais vous pouvez y accéder aussi ici et vous pouvez enlever un mode de mesure si vous voulez dans le menu personnalisé. Mais on verra ça plus tard. Et donc je suis toujours en évaluative qui est moins évaluatif que les autres marques, enfin au moins large. Puisque chez Canon, il est quand même très très sensible à là où vous mettez le collimateur, ce qui ne devrait pas être le cas. Normalement, il devrait mesurer la scène et on devrait avoir des faibles variations en fonction de là où vous mettez le collimateur et après faire de la compensation d'exposition pour arriver là où vous voulez. Mais là, c'est quand même un mode spot, mais qui essaye de regarder un peu partout. Enfin, moins spot que spot, mais voilà. Hop, balance des blancs, donc on a la balance des blancs automatique et on a tous les modes de base donc que je n'utilise pas, mais bon, c'est des moyens rapides, par exemple de mettre, voilà, on met lumière de jour, on est sûr qu'en extérieur ça ira, ombragé, tout ça. Hop, et donc moi je préfère utiliser les Kelvin et mettre en général à 5900 en vidéo, sinon j'utilise souvent la balance des blancs automatique, parce qu'il n'y a pas de problème en photo. Et puis après on fait du RAW, donc moi ça m'arrive de prendre ma photo, de me dire c'est pas bon, et de remettre en fonction du temps que je vois sur la photo, le nombre de Kelvin que je pense correct, et ça suffit amplement, au moins en photo, hein. En vidéo c'est totalement un autre débat. Puis voilà, donc on a le réglage de la balance des blancs perso, et définir comme balance des blancs, donc carte, comment on règle ça? 7, ok non. Définir comme balance des blancs. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Balance des blancs perso. On s'en fiche. J'ai pas encore compris ce mode-là. Je vous ferai un tuto spécifique là-dessus. Parce que c'est beaucoup moins facile à comprendre que d'autres marques. Balance des blancs perso. Ok. Ah oui, d'accord. Ça l'active directement. Sauf que comment on l'utilise? Réglage balance des blancs perso. Sélectionner une image de la carte. Mais je croyais qu'il était capable de le faire avec son collimateur autofocus. Bref. C'est quoi ça à côté? Attends. J'arrive pas à... Attends. C'est quoi ça? Bref. Hop, écart, balance des blancs. Donc voilà, on peut régler les couleurs comme on veut. Je conseille pas forcément de le faire. Espace de couleur sRGB. Donc ça n'affecte que votre JPEG.
Donc je crois que ça affectait le RAW avant. Enfin bref. Comment ça montre, enfin le sRVB c'est un espace plus petit que le Adobe RVB qui, le sRVB c'est espace 1931, donc on a fait des évolutions, mais comment dire, le print est toujours, enfin l'impression est toujours basée sur le sRVB, donc c'est bien de travailler là-dedans. Même si le Adobe RVB donne plus, comment dire, un espace plus cohérent pour sûrement de l'affichage sur écran. Donc voilà, prenez votre, comment dire ça, le moins pire pour vous. Et puis voilà. Donc style d'image neutre. En RAW, ça n'affecte pas le RAW directement, mais par exemple, lorsque vous allez dans le panneau préférences de Lightroom, il y a un mode qui vous permet comment Lightroom connaisse. Enfin, il connaît votre appareil photo, puisqu'il est capable de mettre les corrections de profil de vos objectifs, mais vous pouvez lui dire, reconnaît aussi les styles RAW, enfin les styles de photo qu'il y avait dans le RAW, et applique-les sur cet appareil photo-là directement. Donc moi, quand j'ai neutre, ma photo de base est appliquée avec neutre, et pas avec, c'est Adobe Couleur de base, que je trouve pas très subtil, même s'il est très très bien retouchable, c'est juste que moi je préfère avoir une base à peu près de ce que je voyais lorsque j'ai fait la prise de vue. Donc je me mets en neutre et je reste avec ça dans Lightroom. Puis pourquoi je dis à peu près, puisque c'est une approximation Lightroom du profil Canon. C'est pas le profil Canon qui est chargé dans Lightroom. La clarté, ça n'affecte que les JPEG, donc je l'ai laissé à 0. La correction des aberrations chromatiques, donc en photo, j'ai mis tout sur off. Le petit problème qu'il va y avoir, c'est que si vous faites de la photo et de la vidéo, dans certains cas, lorsque, par exemple, la photo d'étoile, vous voulez enlever des corrections, eh ben, il faudra le faire à chaque fois si vous faites aussi de la vidéo, parce que les deux sont liés. Je ne sais pas pourquoi, il y a certaines choses qui sont liées photo et vidéo, alors que moi j'aimerais bien avoir les deux séparés. Surtout parce qu'en photo, ça permet à l'appareil photo de faire des photos plus vite, sans avoir, quand il n'a pas ses corrections. Alors qu'en vidéo, on est obligé de les avoir, sinon c'est un petit peu embêtant puisque c'est des fichiers compressés. Alors que pas la photo, ou moins compressés. Ou pas compressés. Compressés sans perte. Réduction du bruit, exposition longue, donc on a off, donc j'ai mis sur off du coup, pour le coup. Et donc vous allez voir, on a ça aussi, ISO, je le mets sur off aussi, justement pour les photos d'étoiles, pour les faire plus rapidement. Même si moi je fais pas souvent de stacking, pour ceux qui font du stacking, ce sera quand même beaucoup mieux. On a l'effacement des poussières qui, en gros, analyse vos photos, hop, et va voir s'il y a des poussières sur votre capteur, et va essayer de les éliminer dans la photo. Donc c'est une correction comme si vous aviez fait ça sur Photoshop. Je sais pas si ça marche vraiment très très bien. Donc on a exposition multiple, donc on peut faire du bracketing là, avec ça. Expo, donc on peut dire en continu, donc l'exposition change tout le temps. Donc ça sert à rien en bracketing. Enfin, si, mais il faut. C'est assez bizarre, puisque normalement il faut. Si, voilà, si vous faites du bracketing de mise au point, ce sera intéressant. D'ailleurs, il est capable de le faire normalement directement dans l'appareil photo, comme le Canon EOS R7. Donc voilà, le nombre d'expositions, on peut bien évidemment l'augmenter jusqu'à 9, donc c'est bien du bracketing. Et vous le réglez, je ne sais plus comment, hop, sans gain, avec gain lumineux sombre. Contrôle, exposition, ok d'accord. Puis voilà. Et on a voilà, le bracketing de mise au point. Et donc là, il est censé pouvoir le faire tout seul. Donc on a les paliers de mise au point, donc on va pouvoir régler. Donc ce qui est dommage, c'est que c'est pas en mesure, c'est en comment dire ça, une unité Canon, on va dire ça comme ça. Donc de prise de vue, donc voilà, vous avez 100, donc ça fait beaucoup. Donc on peut faire voilà, le composite directement de profondeur. Donc ça veut dire qu'il va faire la photo tout seul, il me semble. Lissage exposition, donc voilà pour que l'exposition, comment dire ça. Bon, en fait c'est un mélange, donc c'est quand même mieux que ce soit fait. Donc voilà, c'est encore un truc qu'il faudra tester un peu tout. Peut-être que je ferai un tuto spécialement dédié à ça, on verra. Mais c'est pas le genre de photo que j'aime faire, donc voilà, on verra ça. Donc mode d'acquisition, donc voilà, c'est le drive, en gros c'est la rafale, donc on a tout ça qui est disponible. En plus on a ce mode là depuis la mise à jour 1.2.0 mais 1.2.1 puisque c'est le correctif de la 1.2.0.
C'est le mode 185 images par seconde pendant 50 images, donc réglable de 30 à 185. Et de base, ce qu'il faut faire attention, c'est que vous ne l'avez pas dans vos menus. Donc vous ne dites pas je l'ai pas. Il faut aller dans le menu de personnalisation qu'on verra plus tard. Et il sera grisé. Donc il faudra le mettre en plus du reste. Et donc c'est aussi ici que vous aurez votre retardateur et 10 secondes et 2 secondes. Voilà, le mec il sait pas lire. Et donc c'est pas très intéressant d'y accéder ici parce que on l'a déjà dans Drive et AF. Donc Drive qui vous permettra, enfin le bouton qui vous permettra de régler la rafale et l'autre l'autofocus. Mais bon, si vous avez eu des réflexes Canon, vous savez que ce bouton existe sur vos appareils photo et ça, un des seuls boutons résistants de l'air réflexe qui vous permet de régler deux paramètres, un avec la molette avant et un avec la molette arrière. On va revenir dans les menus. Donc on a le minuteur intervallomètre. Donc si je l'active, nombre de prises de vue. Info. Donc si j'appuie sur info, je peux régler ça après. Hop, voilà. Donc on a le nombre d'images, l'intervalle entre les images et le nombre de prises de vue. Alors ce qu'il faut savoir avec Canon, je ne sais pas si c'est pareil en photo et en vidéo, si vous ne lui laissez pas l'intervalle nécessaire entre les photos, en fait en gros il va oublier qu'il a un nombre de photos à faire, il va passer, en fonction du temps qu'il a besoin, sur les photos intermédiaires. Je ne sais pas comment vous dire ça. Par exemple, vous avez un intervalle de 10 secondes, vous avez une photo qui dure 8 secondes, parce que c'est souvent 2 secondes le minimum où il ne veut plus faire de photos correctement. Ou si vous passez au-delà de l'intervalle, puisque vous pouvez faire 12 secondes de pause. Et c'est un exemple, puisque je suis pas sûr qu'on puisse faire 12 secondes de pause directement. Et donc mettre un intervalle à 10. Et donc en fait, il va faire une photo lorsqu'il devait en faire 2. Donc en fait, vos 10 en deviennent 5. Donc je sais pas si ça marche en photo, mais en vidéo en tout cas, si vous faites de l'intervallomètre, ça va être le cas. Donc faites attention, vos nombres de secondes de vidéo faites à la fin sera diminué si vous n'utilisez pas le bon intervalle au final, en fonction de votre vitesse d'obturation. Voilà. Hop, menu, donc on va le désactiver. Donc on a le minuteur bulbe, bien évidemment, il faut être en bulbe. Donc on va aller sur mode et on va aller sur pause B, bulbe. Alors ce qui est bien sur cet appareil photo là, contrairement au Sony, c'est que le bulbe, c'est pas le mode qui est en dessous de 30 secondes. Et donc voilà, minuteur bulbe, mais par contre on peut plus faire d'intervallomètre. Minuteur bulbe, temps d'expo 0,1 seconde. Donc voilà, ça c'est une chose qui est assez intéressante. De qui vous ne voudra pas comprendre, dira que c'est un appareil photo archaïque parce qu'il ne fait que 30 secondes max de pause. Sauf que si je fais réglage info, hop, je peux régler 1 heure de pause ou 24 heures de pause, 25 heures, ouais, 30. Non, tu vas pas me dire que. Donc voilà, l'appareil photo peut faire 99 heures de pause. Voilà, votre appareil photo peut faire ça. Je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent. Hein. Mais si vous voulez passer au-delà des 30 secondes, faites minuteur bulbe, donc faites cette chose où vous irez dans les menus, après avoir mis votre mode sur B, donc mode, donc avec les modes PSM, vous avez votre mode bulbe, et donc activer le minuteur bulbe vous permettra de passer au-delà des 30 secondes. Et d'ailleurs, je devrais faire un short là-dessus que je vais faire bientôt. Hop, donc on va quand même se remettre en mode normal, parce que j'aime pas sortir et après m'apercevoir que j'avais tout changé dans l'appareil photo, ce qui arrive lorsque je fais ces tutos. FN obturateur silencieux, donc info aide, voilà, quand vous ne comprenez pas et que c'est disponible, puisque c'est pas disponible dans tous les menus, vous faites info aide, empêche l'appareil photo d'émettre un son lors de l'utilisation, déclenchement, ok, donc ça va l'empêcher de faire du bruit, donc que ce soit avec l'obturateur électronique, puisqu'il a un bruit, ou n'importe quoi d'autre. Mode d'obturation électronique, on a le premier rideau électronique et mécanique. Le mieux, ça reste d'utiliser électronique ou mécanique, mais sur cet appareil photo là, l'obturateur électronique, c'est le choix
qu'on aura tous à faire, hein, puisque l'appareil photo durera beaucoup plus longtemps et ce sera juste soumis à l'usure du capteur qui est censé être beaucoup moins importante sur des appareils photo qui utilisent tout le temps le capteur pour visionner des choses, hein, parce que pour rappel, si vous faites des photos avec ça, ça demande pas plus de, ça n'use pas plus le capteur que de regarder dans votre EVF au final. Puisqu'avant, les réflexes avaient en théorie du mal à rester en live view tout le temps, donc ça les abîmait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, et de toute façon, dès que vous allumez votre appareil photo, si vous pensez que ça va l'abîmer, ça l'abîmera de toute façon, et il faudra le laisser éteint, ce qui n'est pas vraiment très intéressant pour ça. Pourquoi je dis que le premier rideau électronique, c'est pas forcément la meilleure solution, c'est qu'en fait, ils sont pas sur le même plan mécanique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a vraiment un obturateur qui est devant le capteur, alors que le capteur lui-même, il est derrière. Donc les deux sont pas au même plan. Donc en fait, on a des choses qui disparaissent, notamment dans le bokeh. Et donc voilà, c'est pour ça que le premier rideau électronique, c'est pas forcément le meilleur choix, mais comme on l'a vu, ça permet une synchro flash un petit peu plus élevée. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs. Déclenchement sans carte, ça je le mets jamais. Je le dis tout le temps, hein. C'est tout simplement parce que si, ce sera un hasard, un non fortuit et très dommageable, mais si vous faites une belle photo et que vous vous apercevez que vous n'avez pas la carte, elle reste dans l'appareil photo et vous ne pouvez pas la récupérer. Mode stabilisé. Donc là, on a le mode de stabilisation. Alors faites attention, ce mode peut apparaître et disparaître comme il veut, parce que en fait, dès qu'une optique a la stabilisation, vous n'avez pas accès à ça. Et ce sera sur l'objectif que vous enlèverez ou mettrez la stabilisation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir seulement la stabilisation optique de l'objectif qui permettra d'avoir moins de wobbling. Bon, en photo, on s'en fiche un peu. Quoique, le problème de la stabilisation sur le capteur, et à moindre mesure de la stabilisation en général, c'est que ça bouge en fait, le capteur, ça bouge votre image au final. Et donc, si vous avez le capteur qui bouge, il se peut que votre photo suivante soit légèrement différente de la première, puisque le capteur aura bougé. Donc voilà. Donc sachez-le, les stabilisations sont connectées, et il n'y a que sur les optiques qui n'ont pas de stabilisation que vous aurez la stabilisation dans les menus. Et donc vous pouvez mettre pendant la prise de vue, donc ça veut dire que votre viseur, il y en a qui trouvent, en fait ça sert pendant la prise de vue, parce qu'apparemment il y a certaines personnes qui deviennent malades en gros avec la stabilisation, et donc ils préfèrent avoir l'image qui est toute folle, donc un peu avec du mouvement, et donc c'est que à la prise de vue où l'image va stabiliser, donc en appuyant sur le déclencheur, à mi-course me semble-t-il. Personnaliser les contrôles rapides. Alors là, c'est assez étrange parce que sur d'autres marques comme Sony, qui me filme ici, le menu Q ou le menu FN ou ce que vous voulez, ici c'est menu Q, sera personnalisable dans le menu de personnalisation. C'est pas le cas ici, c'est dans le menu photo et dans le menu vidéo. Donc sachez-le, il faudra le modifier ici. Donc on a une disposition, hop, on peut réinitialiser les réglages et effacer tous les éléments. Je vois pas à quoi ça vous servirait. Donc voilà, on a les contrôles qui s'affichent. Et donc, on a tout ce qui est checké. Donc comme vous le voyez, dans mes réglages, j'en ai 6 sur 11. Parce que j'ai pas forcément besoin de plus. Les modes d'acquisition, je les ai directement sur l'appareil photo, donc j'ai pas besoin. Donc désolé si vous entendez ce bruit. Hop. Je sais pas pourquoi j'ai laissé ça. Type et taille d'image, oui, ça peut servir. Hop. Et donc vous avez tout ce qui est disponible. Ce qui est bien dans le R3, donc pas bien mais bien, c'est que vous n'avez pas un accès sur une touche au type de sujet détecté, mais vous pouvez aller le chercher dans le menu Q. Et certains qui vous diront qu'il faut enlever tous les éléments pour avoir accès à ça, non. Si vous êtes par exemple en photo téléobjectif, vous allez dans le menu Q, vous placez sur le type de sujet à détecter, et à chaque fois que vous irez dans le menu Q, il sera dessus. Donc voilà, c'est un petit hack, vous utilisez le menu Q, le bouton Q, et donc ça fera comme un bouton personnalisé où vous irez directement dans le type de sujet, mais il faut bien faire attention avant à être dessus. Hop, donc voilà, on a tout ça. Recadrage aspect, voilà. Et il y a des choses, c'est ça qui est marrant, qui ne peuvent pas être mis dans le menu Q. Là, il va vous dire, ah non, il peut le faire. Je sais pas pourquoi, je sais pas à quoi, comment dire. Donc oui, si, pardon.
Apparemment, c'est les... Voilà. Tout ce qui est... Désolé avec ça. Tout ce qui est en rouge, bien évidemment, c'est le menu prise de vue. Tout ce qui va être en violet, c'est le menu AF. Je vois pas pourquoi on a besoin d'avoir ça, puisque... Je vois pas pourquoi on aurait besoin d'un code couleur pour savoir ce qu'on veut. Donc vous avez toutes ces options, donc mode stabilisé. Donc ça vous permettra de modifier la stabilisation mécanique et le mode de stabilisation. Donc à savoir les modes, par exemple en vidéo, avoir les modes 1 et 2 qui vont un peu utiliser la stabilisation électronique et cropper plus ou moins. Donc on a le mode de mise au point qui est déjà à l'extérieur de l'appareil photo, donc je ne le mets pas, le picking si vous le voulez, le guide de mise au point, donc qui vous permettra en manuel d'avoir les flèches qui vous indiquent si vous êtes plus loin de la mise au point, avant ou derrière est bien mise au point. On va avoir la personnalisation de la bague de mise au point, le réglage réseau, donc je ne sais pas si ça va dans le menu réseau ou là, donc le contrôle par l'œil. Donc ça c'est pas forcément très utile je trouve, puisque on va voir dans le menu de personnalisation, il y a plein de choses assez étranges avec ça, et bien, donc voilà, il faudra voir ça. Et la sélection de fonctions d'enregistrement qui peut être intéressante en soi, qu'est-ce qu'on peut faire ça, on va le mettre, numéro de fichier, et on peut activer la luminosité. Donc sachez que ça, si vous voulez le faire en plein shooting, vous pouvez le mettre sur un bouton. Donc c'est peut-être pas très intéressant de le mettre dans le menu Q. Et donc je pense qu'on va revenir, hop, là où on était avant. Voilà. Et encore une fois, désolé, ils font du travail à côté. Et donc voilà. Sauvegarder et quitter, voilà. Donc on a le déclenchement tactile que je n'active jamais parce que ça m'énerve déjà. On ne peut pas désactiver la mise au point par l'écran. Donc à chaque fois que vous m'entendez, des fois vous entendez dans les tutos ou lorsque je fais des vidéos sur le R3 que j'appuie sur l'écran et ça met au point pas en cerveau, en one shot. Et ça m'embête. Donc revue d'image, je le mets pas parce qu'on est sur un mirrorless, enfin un hybride, en plus un hybride pro. Donc je pense que c'est à vous d'aller voir vos images quand vous voulez. Qu'elles soient affichées sur l'écran arrière, ça me dérange un peu. Voilà. Et donc vous pouvez mettre la durée de revue. Donc ça affichera, si je mets 2 secondes, ça l'affichera sur l'écran arrière. Ou sinon ça l'affichera tout le temps. Et si je mets affichage dans le viseur, ça veut dire qu'à chaque fois que vous prenez une photo, vous la verrez. Ce qui est le pire au final. Donc pour moi, ne le mettez pas. Après, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez. Affichage, haute vitesse, fonction d'acquisition et mode d'obturation. Attends, on va voir si en me mettant là-dessus, hop, ça marche. Mode d'obturation. Il faut que je me mette en mécanique. C'est ça que tu veux? Donc on va voir ça. Obturateur mécanique. Ce que j'ai jamais fait avec le R3. Affichage haute vitesse. Mode d'acquisition. Ok, donc je suis... Donc ça doit être le drive. Et donc il faut que je me mette en H. Voilà. Voilà, mode affichage haute vitesse. Ah oui, donc ça doit être... pas de... C'est bizarre ça. Puisque en théorie, le R3 n'a pas de blackout et voire en direct. Donc je vois pas pourquoi ce mode est là. Ah, je vois ce que c'est. Parce que comme on a un obturateur mécanique, il peut y avoir le voile et c'est censé ne pas le faire. Donc en fait, oui. Voilà. Mon cerveau a fait son travail. Donc lorsque vous êtes en obturateur électronique, le menu n'a pas lieu d'être puisque bien évidemment il n'y a pas d'obturateur. Donc si vous êtes en affichage direct, il voit tout le temps. Donc vous n'avez pas de problème, 30 images par seconde. Par contre, si vous êtes en mécanique pour je sais pas quelle raison sur cet appareil photo là, bon, vous voulez être en mécanique pour peut-être profiter d'un petit peu plus de dynamique, un tout petit peu plus. Vous mettez en mécanique, et ce que ça va faire, c'est mettre sur activer en fait, au lieu de voir le le blackout, et ben vous allez voir une image résiduelle de la dernière photo que vous avez prise. Alors ça, je le conseille pas du tout parce que je comprends pas ce principe comme quoi, donc on va se remettre comme ça directement, comme quoi le blackout c'est un problème. Pour moi le problème c'est justement le fait de faire durer une photo assez longtemps. Le blackout c'est surtout lorsque vous êtes en rafale, ça va être quoi? Si vous êtes en un demi-ème de seconde,
une fraction, même pas quelques dixièmes de seconde, même pas. Et donc, pour le suivi, garder l'image d'avant un peu plus longtemps, c'est le pire truc. Du temps du réflexe, il n'y avait aucun problème pour suivre des avions ou quoi que ce soit. Pas la 7S3, la 7IV qui est dans le sac, c'est une tannée. Vous êtes à 6 images par seconde, vous ne voyez rien, vous ne pouvez pas suivre le sujet, alors que le R3 vous permet, via l'affichage direct, de pouvoir vous passer de ça, typiquement. Et donc, la blackout, pour moi, c'est pas un problème. Vous avez juste un léger voile noir, mais vous voyez en continu. Votre œil, il voit quand même le mouvement passer devant lui. Il voit pas une image, après, oh, il est plus loin. Voilà. Donc, moi, je vous conseille pas de mettre personnellement ce mode-là. Donc, on va revenir ici. Délai de mesure, donc voilà, c'est le choix, soit de la temporisation, de la mesure, tout simplement. Mais c'est surtout en rapport avec la compensation d'exposition. Si vous appuyez, ça sera 4 secondes, ce qui est pour moi un peu trop. Parce que, en fait, le problème que j'ai avec la compensation d'exposition Canon, c'est que par exemple, si j'appuie sur étoile, j'ai un insecte là-dessus, chez Sony, ouais. Ce que ça va faire, c'est que si j'appuie sur l'étoile, l'exposition est bloquée, mais si je rappuie dessus, elle est débloquée. Là-dessus, il faut que j'attende les 4 secondes. Parce que, le seul truc que va faire le Canon, c'est de remettre le blocage en fonction de l'endroit où je suis. Et donc, c'est pour ça que je mets sur 4 secondes, parce que ça m'énerve déjà, et du coup, je m'en sers pas du tout. Je préfère mieux utiliser la compensation d'exposition que la conservation de l'exposition. Voilà. Et donc, on passe au dernier menu, qui est très intéressant, parce que ça va être l'affichage de votre viseur. Donc moi, comme je le dis souvent, j'adore avoir l'ouverture en réel dessus, donc vraiment un affichage tel qu'il devrait être. Et donc voilà. Donc depth of field, donc moi j'ai l'exposition plus l'ouverture qui est affichée, donc j'ai vraiment une vue en temps réel à peu près de ce que je vois, puisque bien évidemment, comme on a un taux de rafraîchissement de 120 images par seconde, c'est pas vraiment ce que vous voyez. C'est genre un aperçu le plus correct possible, mais comme c'est de la vidéo, ce sera jamais un affichage photo correct. C'est impossible. Mais ce sera le plus correct disponible, contrairement à tous les autres Canon qui vont toujours être en ouverture maximale, ce qui pose des problèmes, notamment avec les optiques qui gèrent pas bien le point en fonction des ouvertures. Gérer pas bien, c'est que la formule optique ne permet pas d'optimiser à toutes les ouvertures la mise au point au même endroit. Ça veut dire qu'elle va glisser en fonction des ouvertures. Par exemple, on va donner un exemple, il se peut qu'une optique à f2.8 soit nette à un endroit, mais si vous passez à f11, elle sera peut-être plus proche de la mise au point. Donc en fait, il faut que l'appareil photo soit capable de instantanément remettre la mise au point comme il faut. Ce qui n'est pas possible si c'est mesuré à f2.8, puisqu'il ne verra pas ce que ça donne à f11. Voilà. Donc j'aime bien cet aspect sur le Canon, et dès qu'il ne peut pas faire l'exposition correctement, il va vous dire que c'est de toute façon pas possible. Donc voilà, vous avez cette option-là. Vous avez l'exposition standard, où là vous aurez la prévisualisation de la profondeur de champ si vous appuyez sur un bouton. Donc du coup, moi je l'ai enlevé du boîtier puisque j'en ai absolument pas besoin. Et du coup, on peut avoir la profondeur de champ, pardon, puisque je joue à depth of field, avec le déclencheur, donc à mi-course. Donc c'est comme vous voulez, moi je préfère mieux l'avoir tout le temps. Il se peut, bien évidemment, ça peut affecter l'autofocus. J'ai vu que l'autofocus du R3 il est assez bon pour que ça marche correctement, mais sachez-le, si vous aimez bien avoir la prévisualisation de l'ouverture, vous pouvez le faire, et dès que, par exemple, dans des cas où vous avez besoin peut-être... alors c'est assez bizarre de dire ça, mais si vous avez besoin d'une ouverture faible dans un endroit sombre, ce sera peut-être intéressant de repasser dans le mode juste sans la profondeur de champ. Mais donc, vous le comprenez, normalement, vous êtes censé augmenter votre ouverture, donc dans tous les cas, normalement, ça marchera à 100% sur le R3. Et donc, c'est le mode que j'ai choisi. Et sinon, vous pouvez désactiver la simulation de l'exposition, ce qui est utile, parce que, par exemple, sur les photos au flash, vous pouvez vouloir quelque chose de neutre, et pas, bien évidemment, l'exposition qui n'est pas la bonne, puisque le flash n'est pas enclenché.
Après, on a le système optique. Alors, voilà, c'est censé être en théorie le mode qui comment fera que les gens qui utilisent des réflexes veulent utiliser cet appareil photo. Ça prend en compte l'affichage HDR. Ce que j'ai vu, bah, il n'y a pas vraiment beaucoup d'améliorations. Je suis pas vraiment très sensible à ça, même si je suis sensible au piqué, aux couleurs et tout ça dans le viseur. Je suis pas vraiment sensible à ça. Et c'est bizarre, parce que comme c'est un affichage vidéo, c'est pas votre œil qui s'adapte à ce qu'il voit dans le prisme. C'est lui qui dit là, c'est ça l'exposition. Donc en fait, vous avez des sauts d'exposition, donc ça ne fait pas non plus réaliste en termes d'exposition. Donc certes, l'affichage sera légèrement mieux, mais déjà vous avez plus l'affichage de la profondeur de champ, puisque c'est censé être un affichage réflexe. Et bah, la scène, bien évidemment, n'a rien à voir avec la photo, même en balance des blancs. Donc c'est pas terrible du tout. Ça peut servir peut-être à la photo flash, donc où vous avez un aperçu qui est comment, pas le bon, mais voilà, vous savez de toute façon que ce sera le cas, et donc vous n'avez pas une fausse exposition qui vous induit en erreur. Vous savez que c'est les fausses dès le départ. Affichage des infos de prise de vue. Donc voilà, on a, on a les infos de l'écran, donc vous pouvez choisir ce que vous voulez et vous pouvez les régler hop, en faisant info. Donc vous arrivez ici, vous mettez ce que vous voulez. Donc vous pouvez dire, voilà, je veux ça, je veux l'histogramme, et puis vous pouvez choisir l'histogramme RVB ou pas RVB, le niveau, et puis c'est à peu près tout. Donc là, hop, cet affichage. Donc moi j'ai mis l'histogramme dessus. Voilà. Hop. Et j'ai mis aussi écran éteint. Voilà. Tac, tac, tac. Alors pourquoi j'ai mis écran éteint? C'est pour une raison particulière. C'est le seul moyen de faire en sorte que lorsque vous prenez des photos, il n'y a aucun des deux écrans ou viseurs qui ne marche. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un petit problème que j'ai trouvé sur le R3, c'est que dès que vous fermez l'écran, l'affichage du viseur est toujours sur on. Ce qui va prendre le plus d'énergie, c'est le viseur de l'appareil photo, pas l'écran arrière. Et donc si je le laisse ouvert et que je le mets sur éteint, et ben, ça ne prend plus d'énergie à cause de l'affichage tout simplement. Et puis voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mis sur éteint. Donc on a la bascule. Donc de l'écran, on a la même chose pour le viseur. Et donc voilà, moi j'ai mis tout ça, même si le 3 me sert généralement pas, et je préfère être surtout en mode 1. Affichage viseur vert, activé, tac, activé, bon voilà. Affichage quadrillage, donc j'ai mis du quadrillage, et vous pouvez avoir du 6:4, alors ce qui sera plus simple pour la composition, mais ce qui sera un peu moins simple pour voir correctement ce que vous voulez. Voilà, après c'est en fonction de vos priorités. Et on peut le désactiver bien évidemment. On a l'histogramme, voilà, vous pouvez le changer, comme je vous l'ai dit, on peut le mettre soit en RVB, soit en luminosité. J'aime bien avoir le RVB, même si je m'en sers très très peu. Et on a le choix de taille. Grand, ça s'affichera beaucoup plus grand, donc vous verrez moins de votre image. C'est pour ça que je le mets typiquement en petit. Affichage info objectif, j'ai mis oui, toujours. Affichage des distances focales, voilà, donc affichage des distances de mise au point sur toujours, c'est que ce soit en manuel ou en AF, vous avez une échelle des distances de mise au point, ce qui est très utile lorsque, vous savez que l'optique va pas, pour faire des tests d'optique, je m'en sers surtout pour ça, ou en vidéo pour voir si l'autofocus se fait correctement. Donc des fois vous pouvez pas le voir visuellement quand il fait des transitions, mais vous pouvez voir à peu près où il est sur l'échelle. Moi je trouve ça toujours assez intéressant à voir. Et on a l'affichage des distances focales. Voilà, ce qui semble normal. Quantité variable et ça. Ok. Ah oui, c'est en fonction de certains objectifs. Je sais plus c'est lesquels. Si c'est des zooms ou si c'est d'autres optiques un peu plus particulières. Niveau d'exposition vert. Data, flash, manuel mesuré. Oui, bon, on s'en fiche. Afficher, voilà, détection du sentiment. Ce qui est intéressant, ce qui est marrant, c'est qu'il y aura du sentiment sur d'autres boîtiers, mais comme il a un capteur rapide, vous pouvez avoir l'info du sentiment, mais jamais voir de sentiment. Ce qui peut arriver, par contre, c'est que il est rapide, sauf que voilà, le sentiment, c'est dû
recyclage de la lumière. Donc en fait, la balance des blancs de la lumière, en gros, va changer durant un cycle de... je sais pas comment dire ça, ou un cycle, on va dire ça. Donc ça peut passer de blanc à moins blanc à plus blanc, et donc ça veut dire que dans votre rafale, vous aurez pas forcément de disparité en termes de couleur dans l'image, ce que vous pouvez voir par exemple sur un R6, mais en fonction des images en elles-mêmes. Hop, voilà, donc on a le format d'affichage du viseur. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas à quoi ça sert, c'est tout simplement pour les porteurs de lunettes. Donc vous pouvez afficher le viseur plus petit, et ça peut servir aussi lorsque vous faites de la photo, comment dire ça, rapide, où vous avez besoin d'être un peu plus loin du viseur, et ben ça peut servir. Mais du coup, le seul petit problème que ça pose, c'est bien évidemment, ça va pas sans un compromis qui est la définition qui sera plus faible. Hop, donc je suis resté sur 1, oui voilà. Performance d'affichage, donc moi je l'ai mis sur fluide. Éliminer les cadences inférieures. Alors, faites attention à ça. Donc mode écho, vous aurez 60 images par seconde. Mode fluide, 100 images par seconde. Pourquoi je dis attention à la cadence, comment éliminer les cadences inférieures? C'est intéressant puisque ça maintiendra votre image à 120 images par seconde, me semble-t-il, ou à comment dire ça, un nombre de... J'allais dire framerate, un défilement voilà, d'images dans votre viseur qui sera assez correct pour que vous ne le voyez pas, ce qui est jamais évident en vidéo, on en reparlera plus tard. Et ce que fait cadence inférieure, c'est que du coup, lorsque vous êtes dans des endroits très sombres, comme la nuit, et vous ne voyez pas l'affichage correctement, puisqu'il va se limiter à une certaine zone. Donc dès que vous faites de la photo d'étoile, enlevez ce mode, éliminer les cadences inférieures, sinon vous ne pourrez pas mettre au point sur les étoiles. C'est le seul moment où il faudra éviter de faire ça. Hop, température, arrêt auto élevé. Donc c'est un nouveau mode qui est sur la photo. C'est toujours été en vidéo, mais donc là, si l'appareil photo chauffe, et en photo, vous continuez à faire des photos. Pour moi, l'appareil photo ne devrait pas surchauffer en photo, donc c'est bien du coup qu'il y ait ce réglage. Donc je ne sais pas comment ça marche, si c'est après avoir fait beaucoup de vidéos en 120p par exemple. Ça fait surchauffer le R3 à coup sûr, il n'y a aucun débat là-dedans. Enfin bref, voilà. Hop, et puis on a fini, et on se retrouve sur le menu AF, et donc voilà, ce sera tout pour ce tuto réglage prise de vue, menu prise de vue, pour la photo sur le Canon EOS R3. J'espère que vous avez un peu tout compris, tout ce qui se passe, parce que c'est pas français ce que j'ai dit. Et donc je vous dis salut et à bientôt dans le chemin de Goupil pour un nouveau tuto. Bien évidemment, si vous n'avez pas compris certaines choses ou si vous voulez des précisions, vous pouvez mettre ça dans les commentaires ou des retours d'expérience, par exemple avec la simulation d'exposition, avec l'ouverture tout le temps. Voilà, ou des choses dans le genre. Posez vos questions, si c'est pertinent, bien évidemment. Et donc je vous dis salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil. Hop, et à synchroniser, ça va être génial.